Allez, chin. Ouais. Un peu de café. La veille d'une course, c'est bien le café ou pas? Alors, ça dépend. Je dirais... Non. Voilà. Non, il y a certaines courses où c'est bien d'arrêter le café un peu avant. Comme ça, il kick bien quand il y a les longues courses. Mais bon, là, c'est des petites courses limite à domicile. Enfin, peut-être pour toi, les 80, t'as besoin d'être vraiment réveillé. Mais sinon, 80, ça passe Ok. quand même nickel, quoi. D'accord, parce que je suis assez accro, donc je peux laisser s'exprimer ma passion pour le café. Exactement, là, c'est bon. Cool. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Charlotte Taquet, une ultra-traileuse au parcours singulier et à l'enthousiasme contagieux. Charlotte nous raconte son retour sur les sentiers de Hong Kong qu'elle chérit à l'occasion de sa participation au Hong Kong Third, une course aussi symbolique que personnelle, 6 mois à peine après la naissance de son premier enfant. Elle nous partage son regard intime sur la reprise postpartum, les doutes, les ajustements, mais aussi le bonheur de renouer avec cette pratique qui l'a profondément transformée. Elle revient aussi sur ses 8 années de vie à Hong Kong, là où tout a commencé pour elle en course à pied, avec ses premières foulées, ses premiers dossards et un certain goût pour les défis un peu fous qu'elle partage aujourd'hui avec Alexandre Bouchex, alias Casquette Verte, son compagnon qu'elle a rencontré autour d'une séance d'escalier mémorable. Une conversation à la croisée des continents et des émotions, à l'image de cette coureuse solaire et authentique. Mais je ne vous en dis pas plus. Charlotte va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans votre nouvel épisode de Course Épique. Salut Charlotte. Salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Bienvenue, merci. Quel plaisir. Franchement, on se connaît depuis un petit moment et on a enfin ce temps d'échange. Donc merci de ce plaisir que tu m'accordes et que tu accordes aux auditeurs. Merci aussi de me recevoir dans ton nouveau chez toi. Oui. Très beau, très lumineux, on est bien là. Très grand, beaucoup plus grand qu'avant, donc c'est assez chouette. Ouais, c'est très beau en tout cas. Et puis un petit tasse de café, une jolie table en bois, on a tout pour passer un super moment. Charlotte, on enregistre cet épisode le 21 mars et cela ne t'a pas échappé. Les conditions étaient particulièrement printanières ces derniers jours. La météo est bien sûr en train de tourner pour les courses qui nous attendent ce week-end, puisque toi et moi, on court l'Eco-Trail dans 24 heures, un peu moins de 24 heures. Donc, il va flotter, évidemment. Ça, c'est un classique. Petite question culture G d'emblée pour toi. Est-ce que le printemps, il démarre toujours le 21 mars? Bonne question. J'aurais tendance à dire que oui, mais... Eh ben, je l'ai appris en préparant l'émission. Figure-toi que non. Puisque l'équinoxe de printemps, elle ne tombe pas toujours le 21 mars. Elle peut aussi arriver le 19 ou le 20 mars en raison du décalage entre l'année solaire et notre calendrier grégorien. L'année solaire, si tu veux tous les détails, c'est 365,24 jours. Donc c'est peut-être ça qui fout un peu le bazar. Enfin, c'est ça qui fait sûrement qu'il y a les années aussi bissextiles. Enfin, j'imagine. Donc voilà, l'équinoxe de printemps, en tout cas, c'était le 20 mars. Et le printemps, c'était à 10h01 hier. Je ne savais pas qu'il y avait une heure officielle aussi. Donc tu vois, ça fait le printemps depuis un peu plus de 24 heures. Pour aller dans la continuité de cette question introductive météorologique pas très intéressante. C'est quoi, toi, tes conditions rêvées de course? Est-ce que c'est plutôt au printemps, été? Est-ce que c'est plutôt quand tu as le vent de face et de la neige? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Alors moi, j'adore quand il fait très très chaud. Mais genre, après, je pense que c'est un peu mon côté Asie, où j'ai vécu quand même là-bas pendant 8 ans et demi, où il faisait vraiment très chaud et humide. Et j'aime vraiment bien ces conditions, puisque c'est là où je me dis, en fait, tout le monde galère, donc tu galères comme les autres, c'est normal, et c'est là où je me sens vraiment bien. Froid, un peu moins. Très clairement, la Saint-Élion, ça me chauffe pas, ouais. Non, ça me chauffe pas du tout, mais vraiment plus chaud, ouais. Humide, ça va? Tu gères ça? Humide, parce qu'en ouais. Asie, c'est quand même de la complexité aussi. Oui, finalement, comme j'ai commencé mes courses là-bas, c'est vrai que j'ai appris à gérer cette humidité, avec tous les échauffements de peau, etc. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je maîtrise. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus sympa quand l'air est sec. Charlotte, question traditionnelle d'ouverture du podcast, tu la connais? Si tu devais te présenter en quelques mots à nos auditeurs, sans parler de sport à ce stade, qu'est-ce qu'on doit savoir de toi? Maintenant, je vais pouvoir dire jeune maman. Et je pense que j'ai toujours pas intégré ce facteur-là. Enfin, j'ai l'impression à un moment donné qu'on va me dire arrêtez madame de faire du babysitting avec cet enfant.
Donc je pense que ça va arriver un moment de me dire que je suis vraiment jeune maman, mais bon, pour l'intégrer, je vais commencer par ça. Ouais, je pense que, je sais pas, il y a toujours un moment où je me dis, c'est pas le mien, c'est trop beau pour être vrai, je sais pas. Mais et t'arrives à te souvenir de la vie d'avant aussi? Parfois c'est difficile quand ta vie elle est tellement chamboulée avec un enfant de se souvenir de ce qu'était la vie à deux, en couple, très libre. Enfin, alors un petit peu, mais pas vraiment, parce que c'est vrai que on a fait le parti, et puis c'est un peu notre... Enfin voilà, comment on est tous les deux, c'est de faire en sorte d'amener notre enfant et notre famille comme on le veut. Donc on n'a pas vraiment changé les choses, on a plus intégré le tout et organisé le tout pour que ça se passe au mieux. Mais j'ai pas vraiment de nostalgie par rapport à avant, puisque finalement on fait beaucoup de choses d'avant. C'est juste que oui, c'est un tout petit peu plus d'organisation et puis encore plus de plaisir, je dirais. On met les pieds dans le plat, ton compagnon c'est Alex Bouchex, alias Casquette Verte. Surprise. Surprise, roulement de tambour. Donc maman, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui te définissent, que tu voudrais partager avec nous pour faire un peu plus ample connaissance? Oui, je dirais oui, femme de footballeur, femme d'Instagrammeur, il va pas du tout aimer ça, mais oui, femme d'une célébrité. Donc voilà. Des études juridiques? Exactement. Donc une vie professionnelle très active aussi. Donc c'est vraiment un mélange de tout. Et ça, c'est notre livreur. Voilà, exactement. On va aller l'accueillir. Voilà, nouvel appartement dit. C'est quoi là? C'est la machine à laver? C'est l'étendoir? C'est une commode pour la chambre d'enfant. Eh ben, on va aller voir ça. Voilà, exactement. Ah, ça y est, je me suis claqué. Tu vois, c'est moi. Si une quiz en 80, j'ai une fausse coupable à trouver. Cool. Allez. Parfait. Alors, on était à la question de la fin, c'est ça? On était à la présentation, voilà. Ouais. Bon, ça y est, la commande est arrivée. Voilà. On est essoufflé. Évidemment, les livreurs ne montent pas les colis, non, voilà. Donc il faut descendre et les récupérer. Premier étage. Ça va, oui. C'est jouable. Avec ascenseur, c'est tout à fait jouable. Bon, c'était pour un jacuzzi, donc ça valait le coup aussi. C'est sympa de s'installer ça. Ouais, mais j'ai fait exprès, Paris. Je voulais que tu m'aides à pouvoir le monter. On s'est dit en déconnant, si on se claque l'un ou l'autre, là, en portant les trucs à la veille de la course, ça va être moche. Exactement. Charlotte, le sport, il avait quelle place dans ta jeunesse? Alors moi, j'ai fait... je suis une grande sportive en vrai. J'ai toujours aimé toucher à tout. J'ai fait 10 ans de judo. Ceinture noire? Ceinture noire. Et donc pas mal de compètes là-dessus. Et un peu... j'ai fait de la gym quand j'étais petite. J'ai fait du tennis. J'ai essayé le volley. Je voulais jouer au foot. Je voulais faire de la boxe. Mais mes parents m'ont toujours dit non parce qu'ils ne voulaient pas que je m'abîme le nez. Mais bon, donc je touchais un peu à tout. Et c'est vrai que arrivé vers la fac, je dirais, j'ai complètement arrêté parce que voilà, on rentre dans une vie étudiante, on fait autre chose. Autre genre de sport. Moi, voilà, exactement. Moins de temps, plus de fêtes. Et c'est là où l'histoire se recoupe peut-être sur des choses qu'on a déjà entendues. Mais voilà, beaucoup de fêtes, moins de temps pour faire du sport. Et puis, voilà, enchaîner les soirées, etc. Et ensuite, j'ai repris en Asie, donc quand j'étais à Hong Kong. J'ai commencé le trail running là-bas. Et donc voilà. Là, t'as la vingtaine, en gros. Exactement. Je me dis, c'est sympa de faire la teuf, mais à un moment donné, faut quand même prendre soin de soi. Et j'avais des potes qui aimaient bien faire des randos, parce qu'à Hong Kong, c'est vraiment un parc naturel de dingue. Et beaucoup faisaient des randos et beaucoup faisaient du trail, des 100 km. Et moi, je les regardais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous êtes vraiment des malades mentaux. Ce qui est vrai. Voilà. Mais j'étais là, mais pourquoi vous faire mal comme ça? Et puis finalement, ils m'ont dit, mais non, c'est chouette. Et avec ils avaient un train de vie comme on peut avoir là. C'est-à-dire qu'ils sortaient, ils étaient... ils faisaient toujours la teuf, ils étaient toujours les mêmes. Et du coup, je me suis dit, on peut faire les deux. On peut faire du trail running et aussi... voilà. Pourquoi choisir? Voilà, pourquoi choisir? Et puis, je me suis mis... doucement à cette merveilleuse chose. Et puis après, j'ai continué. Tombé dans la marmite. Exactement. Le souvenir de ton premier run à la première fois où intentionnellement tu y vas en disant que c'est peut-être le début de quelque chose, t'as gardé quoi comme souvenir de ça? C'était difficile? C'est plutôt traumatisant comme souvenir? En fait, je faisais le tour du pic le matin à Hong Kong. Et je me souviens, la première fois, c'était horrible. Je faisais 100 mètres, j'étais essoufflée.
À l'époque, je fumais quand même pas mal et c'est vrai que voilà, c'était vraiment une tannée de courir, mais je me disais bon, accroche-toi, ça va être sympa et tout. Et puis finalement, après il y a le côté introduction à la nature où mes potes m'ont un peu montré l'autre face de Hong Kong où il n'y avait pas que les sorties, la vie active, etc. Et en fait, c'est vraiment un truc aussi qui m'a happé et qui m'a donné envie de continuer là-dessus, quoi. Quel point commun et différence tu vois avec Hong Kong? Est-ce qu'on peut connaître ici, culturellement, socialement, topographiquement, climatologiquement, tous les adjectifs en ment finalement, ou les adverbes d'ailleurs, on plutôt? C'est vrai que c'est beaucoup plus humide. Globalement, il fait beaucoup plus chaud. Donc c'est vrai que l'été, c'est un bon 38-40 où on sue vraiment. Enfin, faut vraiment avoir beaucoup d'eau. Donc tout le monde court le matin très tôt ou tard le soir? Voilà, exactement. Et puis c'est, pour ceux qui font du trail running, c'est vraiment intégré dans leur pratique. D'aller au bureau en courant, c'est tout à fait possible puisque vraiment la ville est à côté de la nature. Donc c'est bien plus pratique que de rentrer sur les trottoirs de Paris, quoi. Là, c'est vraiment tout de suite dans la nature dès qu'on sort du taf. Donc c'est plus communément accepté. Donc c'est vrai que il n'y a rien de choquant à faire des allers-retours comme ça. Puis les gens, ils savent que c'est leur entraînement et que ça leur fait gagner du temps aussi, quoi. Et sur là-bas, la pratique, globalement, est-ce qu'il y a des distances, des formats qui sont privilégiés? Voilà, est-ce qu'il y a aussi, dans la façon dont les gens vivent la course, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu singulières et très différentes culturellement de ce qu'on peut connaître nous ici? Il y a des courses déjà vraiment tous les week-ends là-bas. Non, je dirais qu'il n'y a pas spécifiquement de différence, mais ils sont ils aiment bien être super équipés pour leur première course. Donc, ils vont avoir vraiment toutes les dernières montres, les nouvelles chaussures, etc. Donc, c'est assez drôle parce que quand moi j'ai commencé, j'avais mon short de 4e. C'était pas du tout adapté au trail running. Et donc, de les voir, on se dit clairement, on n'est pas là où il faut. Mais non, après, en termes de distance, etc., c'est un peu ce qu'on a ici. Il y a toutes sortes de distances. On peut même faire des 100 miles sur l'île de Hong Kong. Donc, c'est vraiment... c'est assez chouette, quoi. La route, un petit peu? Il y a des courses aussi Alors, route ou pour trouver rarement? du plat, oui, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ouais. Il y a certaines courses, les marathons, les semis, etc., qui ont lieu. Mais c'est vrai qu'il y a quand même très, très peu de courses plates, quoi. Et les femmes, dans tout ça, quelle place elles prennent? Où elles C'est ont toujours compliqué, je trouve, que ce soit en Asie ou en Europe. C'est vrai que justement, moi, quand j'étais à Hong Kong, je faisais partie d'un club qui s'appelait Asia Trail Girl, qui est toujours, qui a été remis d'actualité là récemment. Et c'est vraiment pour promouvoir le trail running chez les femmes, parce que c'est vrai qu'on est toujours un faible pourcentage. Et c'est dommage, c'est quand même plus sympa si on est plus nombreuses à pratiquer ce sport. Et il y a beaucoup de locaux aussi. Hong Kong, moi j'imagine ça, plein d'expats aussi. Est-ce que c'est pas une pratique qui est réservée aux expats en majorité? Il y a aussi beaucoup de locaux qui s'y lancent? Ah oui, oui, clairement. Pour eux, la rando, le trail, c'est vraiment, ça fait partie de leur fonctionnement, ça fait partie de ce qu'ils font tous les week-ends. Donc, ils sont peut-être plus sur la rando, mais bon, il y a beaucoup de trail runners qui sont locaux. Après, bon, ils sont moins dans la perf et plus dans... je pense que les barrières horaires sont peut-être un peu plus grandes à Hong Kong. Mais non, c'est vraiment un mode de vie et ils sont très, très nature à aller faire des pique-niques le week-end, etc. Comment elle s'est développée, ta pratique? Est-ce que tu as été progressive ou est-ce que tu as été un peu bille en tête et plutôt brutale dans la façon dont tu as allongé les distances? Moi, je suis un peu le tout ou rien. Donc, j'ai dû faire un 17, je pense. Et puis après, je me suis dit, c'est chouette. J'ai dû faire une autre course entre-temps. Et puis après, très vite, j'ai fait mon premier 100 km parce que justement, mes potes faisaient des 100 km très facilement avec une hygiène de vie que je partageais également. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas de raison que je puisse pas y arriver moi non plus. Mais pas en tête de me dire, je vais faire ça dans la performance. C'était plus, je vais finir un 100 km. Et c'est vrai que clairement, j'étais pas du tout prête à ce genre de distance. Tu es aussi adepte de formats un peu alternatifs, des off, des défis un peu zouzou, comme on dirait à des enfants. Est-ce que c'est courant là-bas ou est-ce qu'il y a plutôt quand même une culture du dossard? Alors, un peu des deux. Je pense que Hong Kong, c'est aussi un peu la culture de... je pense plutôt pour les expats, mais un peu de la surenchère, de toujours faire beaucoup, d'être toujours... d'être occupé, d'avoir toujours des 1000 projets.
Et c'est vrai qu'on a un peu les deux. On a la culture du dossard, donc avoir des dossards à peu près toutes les semaines. Donc ça, moi, j'en avais plein dans mon club qui étaient vraiment, qui faisaient des 100 km tous les week-ends. Et il y avait aussi ceux qui voulaient faire des off un peu plus grands et voilà, de faire des trucs un peu débiles, ouais. Tu as dit que tu avais commencé assez humblement, même si les distances étaient quand même très longues, mais plus cette idée de plaisir, de découverte et d'expérience. Il se trouve que tu as quand même obtenu des très bons résultats là-bas. Est-ce que tu t'es prise au jeu aussi? Est-ce que, pareil, dans ton entourage, il y a quand même des gens qui allaient de façon un peu plus engagée, investie avec une quête de performance, ou est-ce que toi, tu es toujours rentré par le plaisir? Un peu des deux, oui. C'est vrai que je pense qu'on prend du plaisir aussi en faisant des bons résultats et en finissant sur des choses, des bonnes bases. Mais après, c'est vrai que il y a toujours ce truc de se dire plaisir aussi, de voir si la course est intéressante. Est-ce que, voilà, c'est vrai que de faire peut-être 50 fois la course, si c'est une course que j'adore, ça me dérangera pas. Si c'est un truc voilà, où je me dis, bon, j'ai fait le tour, clairement, bon. Donc il y a vraiment un peu des deux dans ça. Tes points forts, est-ce que tu penses, les choses sur lesquelles tu penses qu'il y a encore une marge de progression, c'est quoi, si tu devais diagnostiquer? Alors mes points forts, je pense que c'est mon mental, où dès que je commence une course, je sais que je vais aller jusqu'au bout, sauf si vraiment grosse blessure. T'as jamais eu de défaillance sur ça, sur cette Sur ça, non. cette Alors conviction? je sais quand je suis dans le mal, que je suis dans le mal. En fait, j'ai conscience de ça en me disant, là, en fait, c'est soit t'as pas assez d'énergie, donc généralement ça passe toujours par la nourriture. Dès que j'ai des mauvaises pensées, je sais que c'est parce que je suis en hypo limite. Mais après, c'est plus, oui, non, de me dire, je sais pas, pour moi, c'est même pas une solution, c'est même pas une option, c'est je vais finir la course, c'est tout. Après, le temps que je vais mettre, etc., finalement, c'est pas un souci. Ça me donnera juste envie de la refaire après un peu mieux. Mais bon, ouais. Donc mental et physiquement, je sais, je crois qu'en descente, c'est aussi un truc que tu aimes bien. Moi, j'adore la descente, un peu trop parfois, puisque j'ai eu quand même des bonnes gamelles. Surtout à Hong Kong, j'étais tombée dans les escaliers, donc je faisais une course c'était une course 3 fois 10 km. Et finalement, c'était sur 3 îles, donc on faisait 10 km sur l'île de Lantau, ensuite l'île de Hong Kong et sur une autre île. Et je tombe dans les escaliers, dernière descente de la première île, donc là, tout le monde me regarde parce que j'étais un petit peu T'avais amochée. pas abîmé ton nez, tes parents n'étaient pas voilà, par rapport à la boxe et tout ça. Mais en fait, le réflexe judo permet de bien tomber finalement. Et du coup, voilà, ça m'a permis de tomber. Mais je me suis dit, je terminerai quand même, peu importe cette course, un peu amochée. Donc oui, descente plutôt bonne, même si toujours faire attention. Et après, maintenant, les choses où je dois travailler, c'est clairement moi les montées, tout ce qui est faux plat montant, je regarde à chaque fois ça et je me dis c'est un calvaire pour moi. Donc là, j'essaye de bosser ça un petit peu plus en ce moment. Qu'est-ce qui t'entoure aujourd'hui là, en termes d'équipe? Est-ce que tu as des gens autour de toi pour te coacher notamment? Oui, alors moi je suis très, très coach, contrairement à certains. Et je pense que là, clairement, je ne ferai pas un tiers de ce que je fais à l'heure actuelle sans coach. Parce que ça quand même permet d'avoir une discipline. Je m'autodiscipline grâce à ça finalement. Et puis ça permet de moins se blesser. Finalement, on commence quelque chose et puis ça me permet finalement de me cadrer en me disant voilà, j'ai juste 1 heure à faire et pas plus. Sinon, voilà, je pense que soit j'en ferais trop ou soit je me dirais aujourd'hui je suis un peu fatiguée. Et bon, clairement, entre la fatigue, on a toujours des excuses voilà, il se passe plein de trucs. Hier, j'étais sur un forum pour le taf et c'est vrai que c'était de 8h30 à 19h30. Et finalement, je pense que si j'avais pas eu de coach, je me serais dit, la séance, c'est pas grave, je la ferai plus tard. Alors que là, je savais que j'avais 45 minutes à faire. Et je me suis levée à 6h et puis j'ai fait mes 45 minutes pour que ça rentre dans le planning. Donc ça me donne vraiment une discipline, moi, dont j'ai besoin. Et surtout là, en ce moment, avec le retour un peu aux affaires, j'ai besoin que ce soit aussi progressif et que je fasse pas n'importe quoi. Parce que c'est vrai que j'aurais tendance à faire, je sais pas, une heure juste de running tranquille par jour. Et puis finalement, en arrivant à me blesser avec beaucoup de kilomètres, puisque j'aime bien ça. Mais finalement, en ne travaillant pas non plus mes points faibles, genre les montées, etc., quoi. C'est un sujet dont vous parlez avec Alex là-dessus? Est-ce que vous conseillez mutuellement?
Oui, de toute façon, on n'est généralement pas d'accord sur ce genre de choses. Mais c'est ça aussi qui est cool. Mais oui, non, on en parle assez, puisque voilà, moi je pense que quand on a moins de temps, c'est quand même bien d'être un peu entouré pour savoir, pour un peu maximiser ce qu'on peut faire. Après, tout le monde est différent et tout le monde, enfin voilà, il y en a qui détestent qu'on leur dise ce qu'on doit faire et qui préfèrent faire par eux-mêmes, et c'est très bien aussi. Enfin, c'est assez cool de voir les deux points de vue, justement. Par quoi tu commences ton calendrier de course, là, quand il a fallu fixer le calendrier de 2025? C'est quoi les premières cases que tu coches? C'est un Moi, peu je random commence ou par le plus gros. Enfin, je regarde l'objectif de fin. Et après, je me mets un peu n'importe quoi. Et c'est aussi pour ça que le coach est important, puisque finalement, voilà, je lui dis, en fait, je vais faire un semi, je vais faire un 10K, je vais faire un... Enfin, en fait, j'essaye de lui dire, voilà... Tu lui dis une fois que c'est fait, hein, tu lui demandes pas son avis avant sur est-ce qu'il faut. Ouais. Voilà, Ça marche. c'est au fait, demain, c'est 84 km. Voilà, où j'ai pris 2 dossards pour les co-trails. Bon, faut que ça rentre comme ça. Enfin, voilà. Mais après, justement, j'aime bien avoir un coach pour qu'il ait finalement, lui, la big picture, qui est ce que moi, j'ai comme projet en 2025. Donc là, ça va être plutôt sur une diagonale des fous, je l'espère. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une course soit réussie pour toi? C'est quoi les ingrédients, les indispensables? Déjà de commencer sans trop être blessé. Alors d'être blessé, on est toujours un peu blessé, hein, ça c'est sûr, mais après de ne pas avoir de gros pépins. T'as des fragilités, toi, récurrentes? Oui, moi les mollets sont très faibles. Et bien évidemment, le renfo n'est pas ma spécialité. Donc c'est vrai que ça, ouais, il faudrait il faudrait, voilà. C'est toujours le rando. Dans la bucket list pour plus tard. Exactement. Le renfo, c'est toujours il faudrait. Mais non, oui, j'ai eu des soucis de mollet, et puis je me suis fait une déchirure au mollet, ma première diag, donc arrêt à Sillaos avec voilà. Donc je l'ai refait l'année d'après. J'ai pris ma revanche, mais je venais de me faire une mini déchirure 3 semaines avant, donc je devais y aller un peu plus lentement sur le départ pour que ça passe, et c'est passé. Je suis assez contente là-dessus. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire une course où vraiment déjà je pars sans gros pépins, et puis après le reste en vrai pour moi c'est que du plaisir, quoi. Comment tu vis une course qui se passe pas exactement comme tu l'espères? Moi, je dirais, de toute façon, dès que je finis ma course, je suis déçue, parce que pourtant je me fixe pas d'objectif, mais je me dis toujours que ça aurait pu être mieux. Après, non, je dirais que j'ai pas vraiment de course enfin, à part si la diagonale, là où vraiment. Puis surtout que moi, j'avais déjà jamais eu de gros pépins comme ça, donc je pensais que c'était vraiment j'avais pas eu de contracture, un peu de crampe, et je pensais que c'était une crampe, en fait. T'as pas beaucoup aidé sur le mot là. Excuse-moi. Je cherchais, tu m'y mets avec ton poing, et j'ai pas saisi la balle au bon. Crampe. Une crampe, bien sûr. Une crampe. Voilà, et je suis arrivée au checkpoint de Sillaos, et j'ai vu l'équipe médicale. Je dis, j'ai une crampe, est-ce que vous pouvez me décramper? Voilà, me décramper, merci. Et puis faire vite, parce que j'étais vraiment, je me sentais trop bien, quoi. Et puis, du coup, non, ils m'ont dit, mais, vous n'arrivez pas à poser le pied par terre, mademoiselle, et je pense que vous ne pouvez pas aller dans ma fat comme ça. Donc bon, un peu pénible, mais oui, là, clairement, j'étais dégoûtée. Et c'est dur, mais bon, voilà, il faut l'accepter. J'ai eu de la chance. Ma meilleure pote était sur place, elle est venue me chercher, donc ça a aussi permis d'atténuer un peu ma tristesse. Mais voilà, après, le tout, c'est de se remettre en selle et de se dire, qu'est-ce qu'on fait, et puis quel est le prochain objectif, quoi. L'art du rebond. Exactement. Charlotte, tu es revenue il y a quelques années en France. Comment s'est passé ce retour? Qu'est-ce qui a été simple pour toi? C'est une décision que tu as vraiment choisie. En tout cas, le fait de revenir, c'était mûrement réfléchi. Qu'est-ce qui a été chouette à retrouver? Qu'est-ce qui a été un peu plus difficile peut-être dans ton retour en France? Mon retour en France, finalement, ça a été une deuxième expatriation, puisqu'il a fallu tout redécouvrir, parce que finalement, je suis partie quand même après mes études à Hong Kong, commencer par un VIE, puis je restais 2 ans, et puis j'avais quand même cette sensation de me dire, je ne resterai pas là-bas toute ma vie, sauf que après 8 ans et demi, je me disais, ça fait quand même une bonne partie de ma vie, et puis le Covid a fait que voilà, c'était plus compliqué de rentrer en France avec les mesures, etc., les confinements, les quarantaines que j'ai pu faire, etc. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est la bonne décision de rentrer, de me rapprocher aussi de ma famille, puisque voilà, on sait qu'on n'est pas tous éternels et qu'il faut en profiter. Donc tout ça a fait que voilà, je me suis dit, j'ai plus d'accroche non plus à Hong Kong. Enfin, j'avais juste
quand même ma meilleure pote. Mais sinon, voilà, je me suis dit, le boulot est cool, mais bon, potentiellement, je pourrais en retrouver un autre. Mais c'est vrai que c'était un peu aussi un bon saut dans l'inconnu, puisque je repartais un peu de zéro. Il fallait retrouver un boulot alors que j'en avais quand même un bien et j'étais quand même très bien là-bas. Et puis c'est vrai que même la vie à Hong Kong, tout est très simple. Aller sur les trails, c'est très simple, tout ça. Donc il y avait quand même un pari pris de est-ce que je vais retrouver quelque chose qui me plaît plus? Mais je me suis dit, il faut repartir dans une optique un peu plus dynamique. Si je commence à tout comparer, finalement, ça ne marchera pas. Si je accepte que ce sera différent. Voilà, exactement. Et je me suis dit, c'est une autre expatriation, c'est tout à redécouvrir. Donc, c'était de retrouver aussi, bien évidemment, je retrouvais mes potes d'enfance et tout ça, mais c'était aussi de retrouver un autre groupe, de retrouver un groupe de sport, puisque j'avais aussi, moi, changé pendant que j'étais à Hong Kong. J'étais passée de quelqu'un qui faisait beaucoup la teuf à quelqu'un maintenant qui était, dont le trail running faisait vraiment partie intégrante de sa vie. Donc d'avoir un peu ce genre de nouvelles de nouveaux potes, de nouveaux et puis j'ai aussi atterri chez un copain qui m'a qui lui était à Hong Kong avant, qui m'a gentiment dit écoute, si tu veux faire une coloc pendant un petit temps, le temps de prendre tes marques, etc. Et c'est vrai que lui aussi m'a partagé son expérience de son expatriation, de son retour en France. Typiquement, lui, il allait chez TTP. Il m'a dit, voilà, il y a la Team Trail Paris, ils font ça. Il y a un autre groupe de running qui était plus anglophone. Donc, j'avais commencé aussi à aller... Et c'est vrai que du coup, de prendre un peu des marques en me disant, voilà, on recommence, on redécouvre un peu la vie parisienne d'un autre spectre. C'est vrai que c'était clairement intéressant et ça m'a fait du bien. Et heureusement qu'il était là à ce moment-là et que j'ai eu la chance d'avoir tout ça. Une transition, un petit sas de compression, Exactement. Parfait. Charlotte, merci pour cette présentation. On va continuer à te connaître un peu sous un angle différent avec le questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi. La première, c'est l'émotion qui te guide le plus dans tes choix de vie. Je dirais un peu plus... c'est un combiné d'émotions. Il y a un peu de... c'est le plaisir, c'est la curiosité, c'est la passion, c'est vraiment finalement... découvrir de nouvelles choses et puis voilà, de faire généralement des trucs très cons, du type monter des marches sans relâche ou faire des projets un petit peu bêtes. Ça, j'aime beaucoup. Dans quel projet tu te lancerais si tu avais la certitude de ne pas échouer? Alors, je pense pas avoir peur de l'échec, puisque justement, quand il y a eu ce retour en France, pour moi, c'est ça. J'aurais pu très bien ne pas retrouver de travail tout de suite, d'être un peu en déprime, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est plus, pour moi, les projets, c'est un manque de temps. Là, en ce moment, déjà, j'en ai 100 000. Mais c'est plus le manque de temps qui me ferait pas développer quelque chose. Ou, voilà. J'aime bien apprendre. Et il y aurait une sphère dans laquelle tu as envie de vivre ça, pas forcément le sport d'ailleurs, un projet marquant de vie? Ouais, non, pas spécialement à l'heure actuelle. C'est vrai que je développe, j'aime bien apprendre. Donc, par exemple, j'avais passé Est-ce que j'ai quand même fait 3 semaines dans une chambre d'hôtel? Fallait bien. Oui, là-bas, c'était hardcore, le confinement. Ouais. Oui, je pouvais pas ouvrir la fenêtre ni sortir dans le couloir. Donc, c'est vrai que je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc, j'avais fait une espèce de certificat pour être coach sportif. En fait, je développe tout ce qui me plaît. Mais à l'heure actuelle, non, il n'y a pas de grands projets qui me transcendent. Dernière question de ce questionnaire de Proust, ce qui te procure la plus grande joie au quotidien? Un petit détail, un petit quelque chose qui rend les journées belles? Ça va être un peu cliché, mais c'est finalement l'équilibre qu'il y a entre le running, ma famille, le perso, le pro. En fait, j'adore mon taf, j'adore courir, j'adore passer du temps maintenant plus proche de ma famille. J'adore mon enfant. En fait, tout ça mis bout à bout, c'est vraiment trouvé le bon équilibre. Assez cool, ouais. Merci beaucoup, Charlotte. On va parler de ta course épique dorénavant, la Hong Kong 100. Je vais la présenter très brièvement. Je te laisserai compléter si nécessaire. Donc, le Hong Kong 100, c'est l'une des courses les plus emblématiques d'Asie qui est organisée chaque année en janvier sur les sentiers escarpés des nouveaux territoires de Hong Kong. Elle fait partie du circuit World Trail Majors. Le Anta Hong Kong, c'est le sponsor. Anta 100 propose plusieurs formats de courses pour s'adapter à différents profils de coureurs. Donc, il y a l'épreuve reine, le HK100 qui fait un petit peu plus de 103 km.
C'est l'un des ultras les plus exigeants d'Asie, qui est réputé pour ses sentiers techniques, ses montées abruptes, ses panoramas spectaculaires. Il y a un défi un peu plus court, mais aussi intense, qui est le Half, qui fait 56 km, un condensé du parcours principal avec des sections emblématiques du MacLeod Trail. C'est bien dit, c'est ça? Tout à fait. Et enfin, il y a le Third, qui est la course qui va nous intéresser aujourd'hui, qui fait 33 km, qui a été introduite en 2013, donc qui combine vitesse et technicité sur une partie assez stratégique du tracé alliant sentier côtier, montée raide et descente technique, avant une arrivée très spectaculaire. Donc voilà, c'est le format qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous étiez 3000 au total sur l'ensemble des courses. Et pour être tout à fait exhaustif, je dois également mentionner que le HK100 propose un format qui combine les 3 courses, le Grand Slam, qui consiste à enchaîner donc ces 3 distances emblématiques pendant 3 jours sur 3 jours consécutifs. Un exercice auquel s'est frotté Alex. On en reparlera aussi à la fin de notre échange. Et le HK100 pour compléter la présentation compte à son palmarès des vainqueurs de renom. Lizzie Hawker, François Daen, Yao Miao, Nuria Picasse, Ryan Sanders. Donc voilà, des très jolis noms. J'ai cherché Charlotte Taquet, mais pas loin. Pas loin. Exactement. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur la présentation? Non, c'est très clair. Exhaustif. Après, c'est un des formats, les 2 autres, puisque le HK100 existait avant tout seul. Et ces 2 autres formats se sont ajoutés assez récemment. Donc moi, j'avais pas eu l'occasion de les tester à l'époque, mais puisque seulement le HK100 existait. Ce qui t'allait bien en fait, ce qui m'allait très bien. Ouais, exactement. Charlotte, tu connais le podcast, on l'a dit. Après la présentation de la course, c'est le moment de la question qui pique. Donc là, je planque mes notes pour pas que tu vois les bonnes réponses. Ah, ça y est, je suis stressée. Voilà. On se fiche que tu répondes bien ou pas. Donc tu as participé à la course de Third, donc le 3e. Donc j'ai 3 questions pour toi autour du 3e. Donc c'est un QCM. À chaque fois, j'ai 3 propositions autour de cette notion de 3e. Aïe, je suis prête. Ouais. Allons-y. Le 3e sport le plus pratiqué dans le monde, est-ce que c'est le foot, est-ce que c'est le basket ou est-ce que c'est le cricket? Je pense que c'est le cricket. Et ben, le cricket, c'est le 2e, figure-toi. C'est 2,5 à 3 milliards de pratiquants. Le foot, c'est 3,5 à 4. Et le basket, c'est entre 2,2 milliards et 2,4 milliards. Je ne l'aurais pas placé aussi au basket. J'ai appris quelque chose aussi. On continue. Tu as 2 questions pour te refaire. Sachant qu'à la dernière, tu n'auras que 2 propositions. Donc, statistiquement, ton chat vient se mêler de la partie. Oui. La 3e planète du système solaire selon la distance au Soleil. Est-ce que c'est la Terre? Est-ce que c'est Mercure? Ou est-ce que c'est Mars? Oh là là, en plus, il y a des choses mémotechniques pour s'en oui, rappeler. Vrai. Là, mais je ne me rappelle pas des... Ça va être Il faudrait quelque chose mnémotechnique pour se rappeler de la chose mnémotechnique. Est-ce que tu vois Mars comme le plus près de la Terre? Non. Mercure ou la Terre alors? Le plus près du Soleil, pardon. Mercure. Bah, c'est la Terre, la 3e. Et Mercure, c'est la plus proche. Ah, bon, d'accord. Bon, je suis tout faux là. Non, ça va bien se passer parce que sur la 3e, tu vas trouver la réponse. Est-ce que Kylian, qui est très présent dans les questions qui piquent, Kylian Jornet, a déjà fini 3e d'une course dans sa carrière, d'après toi? Quand il était jeune, j'imagine, mais allez, oui. Ouais, c'est une bonne réponse. Effectivement, il a déjà fini 4 fois 3e au minimum. Tromsø en 2014, ça remonte un peu. Transvulcania 2012, Sierzinal 2011, Western 2010. Il est humain, voilà, on en doute parfois, mais quel nul. Il a été humain, puis finir 3e sur ces courses-là, c'est déjà un sacré morceau. Bon, ça s'est pas passé exactement comme prévu, mais c'est 3 fois rien, c'est pas très très grave. Tu feras certainement preuve de plus de trio la prochaine fois, ma chère Charlotte, pour notre prochaine question qui pique. Je suis sûr qu'il y en aura une autre. C'était pas évident, hein, franchement, c'est la loterie. Gentil. On va s'étendre un petit peu plus sur ta maternité, si tu veux bien, qui a évidemment influencé beaucoup ta vie ces derniers mois, on l'aura compris. Comment est-ce que tu as géré la grossesse, toi, d'un point de vue sportif? Tu as une pratique soutenue de la course à pied, donc ça a forcément bousculé pas mal de choses. Comment est-ce que tu as vécu cette période-là? Finalement, moi, j'ai eu une grossesse vraiment top. Après, le seul truc, c'était justement d'avoir des informations sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont en ligne. Mais la chance que j'ai eue, c'est quand même que beaucoup d'athlètes françaises étaient enceintes au même moment que moi, finalement, que ce soit Audrey Tanguy, voilà. Marion Delapierre aussi. Ouais, alors elle, vraiment, j'ai beaucoup suivi, que ce soit ses interventions, etc. Puisqu'en plus, voilà, quand tu as quelqu'un qui est athlète plus médecin du sport et qui voilà, sait de quoi elle parle. Une certaine caution. Voilà, ça permet quand même de pouvoir un peu mieux gérer tout ça. Donc vraiment d'avoir ce genre finalement de figure à suivre, ça m'a beaucoup aidé. D'avoir évidemment un entourage médical, toujours demandé, voilà, je fais de la course à pied, je vais pas commencer maintenant, j'en faisais beaucoup, je sors d'une diagonale des fous, donc est-ce que je peux continuer, voilà, et j'avais toujours le go, donc j'ai continué. Je pense que le plus dur que j'ai eu à gérer, c'est les gens qui
qui me pensait bien faire, mais qui me disait à chaque fois, mais est-ce que tu penses que c'est raisonnable? Est-ce que, mais t'es sûr? Ou typiquement ma grand-mère qui me disait, mais t'es sûr que ça va, il va pas se décrocher? Bon, clairement, au début, on se dit, voilà, ça va, mais au bout de plusieurs remarques, c'est vrai que ça, on a le doute et on se dit, non, j'ai quand même eu le go médical, je me renseigne, je fais pas n'importe quoi parce que je me sentais très très bien. Et oui, j'ai eu la chance de pouvoir courir jusqu'à la veille de mon accouchement où, en fait, le jour de l'accouchement, je devais aller courir avec une copine et je lui ai dit, le matin, je pense que je vais pas venir avec toi, j'ai un petit peu mal au ventre. Donc, la nana qui est complètement à l'ouest. Mais c'est vrai que voilà, je faisais 40 km par semaine. Je me disais, Ça, t'as tenu ce rythme-là jusqu'à la fin? Voilà. Je m'étais dit, il faut que je diminue. Mais j'aurais peut-être pu faire plus. Mais dans ma tête, je me disais, il faut faire moins que ce que je faisais d'habitude. Ce qui me paraît un peu normal. Donc, c'était... d'habitude, je faisais des tours de 10, 11 quand je faisais 1 heure. Donc là, je me disais, je fais 8 km. Et je me fixais à 4 fois ou un peu plus dans la semaine. T'alternais marché-course ou que course? Course. Et si jamais je me sentais pas bien, ou après, généralement, je m'arrête toujours pour prendre une photo, boire un coup, ou un truc comme ça. Donc voilà, je faisais des pauses de temps en temps, mais généralement, c'était que course. Et voilà, je me suis dit, tant que j'ai pas de mal à le faire, je continue. Et finalement, je pense que mon corps, il s'est adapté aussi avec le poids. Puis, j'avais pas non plus un gros ventre comme certaines. Enfin, je veux dire, vraiment, tout est différent pour tout le monde, parfois. Et donc, c'est vraiment de s'écouter, d'avoir l'avis médical pour dire que c'est OK. Et puis, voilà, moi, à chaque fois, on me disait, mais non, mais pourquoi on vous dirait d'arrêter de courir? Et c'est vrai que j'étais là, je sais pas, parce que peut-être, et on ne sait jamais, en fait. Tout ce qu'on m'avait dit, c'était de faire attention à l'après. Et ça, vraiment, j'ai fait en sorte que voilà, ce soit bien encadré parce que je voulais pas... Pour le périnée, notamment? Voilà, pour le périnée. Et puis oui, la reprise, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, donc c'est encore difficile, il y a encore des mentalités à changer, c'est encore compliqué d'avoir des ressources. Et Oui. la vie médicale, on l'a dit, c'est super important. Et puis peut-être aussi être vigilant quand on a comme inspiration des Audrey ou des Marion qui sont des athlètes de haut niveau clairement. aussi, ne pas se dire si ça marche pour elle, pour Annelise Rousset en son temps. Enfin voilà, de se dire que c'est des choses qui sont y a quand même applicables à tout le monde. Ouais. Exactement. Il y a quand même des articles où certaines ont eu des victoires au bout de 3 mois. Alors très bien, c'est bien de voir qu'on peut reprendre la course à pied, etc. Alors moi déjà, je me suis dit, est-ce que l'envie sera toujours là, puisqu'on a aussi beaucoup de choses qui se passent en nous, notre corps change, on devient maman, c'est quand même particulier. Est-ce que les choses changent pas non plus? Et puis après, sur la reprise, peut-être qu'elle en était, je sais même pas si c'était son premier enfant ou deuxième enfant pour Julie Roux. Mais après, c'est est-ce que, une césarienne n'aura pas le même impact sur le périnée non plus, moi, j'ai pas peur de le dire non plus. J'ai eu du mal à le dire, mais moi, j'ai eu déchirure du périnée complet. Ça prend plus de temps que si on n'a pas le périnée qui est atteint. Et donc, après, il faut vraiment faire une reprise qui est prudente, encadrée. Et moi, ça a été vraiment la première chose où je me suis dit, déjà, je prends un kiné spécialisé en course à pied, qui a des notions en course à pied. Donc après, j'ai fait la reprise avec la clinique du coureur, puisque c'était ça qui me semblait le plus approprié. Mais c'était vraiment, je voulais qu'une professionnelle de santé me dise, c'est bon, c'est go, vous n'allez pas vous n'allez pas vous sentir mal pour la reprise, vous n'allez pas avoir votre rein dans la chaussette avec une descente d'organes ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment différent pour tout le monde, parce que il y en a qui peuvent accoucher, le périnée n'est pas trop endommagé, on se sent bien, et puis on peut faire une perf dès demain sans problème. Donc c'est vraiment, toutes les expériences sont différentes. Donc il faut se dire que oui, c'est possible de reprendre la course à pied, évidemment, puisqu'on on va pas être handicapé. Ça reste quand même une opération humaine très forte. Mais après, c'est vraiment de bien se faire entourer, quoi. Qu'est-ce qui primait là, quand tu as renoué avec les baskets, ta première course? Est-ce que c'est l'impatience que peut-être tu avais accumulée ces derniers mois, ou aussi une forme d'appréhension avec tout ce que tu dis sur les interrogations quant à ton état physique et à la façon dont tu allais encaisser un peu cette reprise? C'est surtout la frustration, puisque la reprise, ça devait être des 15 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Donc c'était très, très frustrant. Puisqu'on se sent bien, on se dit, il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien. Mais bon, après, je faisais ça généralement où on partait faire 3 heures de rando, et puis à la fin de la rando, Alex, qui avait le porte-bébé, il me disait allez, top, et puis je faisais 15 secondes, je revenais vers lui, et puis
voilà, je les faisais. Donc ça avait un côté ludique où je me disais, bon, j'ai pas mis mes affaires du sport juste pour faire 15 secondes dans la journée. Mais un peu de frustration, oui. Est-ce que tu as été par ailleurs assez compréhensive et bienveillante avec toi-même en acceptant, enfin, tu vois, cet état, cette nouvelle condition à redomestiquer? Tu étais très douce avec toi ou est-ce que tu fantasmais peut-être un niveau que tu avais envie de retrouver plus vite que ce que la nature permettait? Non, clairement, pour moi, il y avait zéro objectif, que ce soit même sur l'envie, parce que c'était même pas que la performance ou quoi que ce soit, enfin le niveau que je voulais atteindre, c'était vraiment est-ce que j'aurais envie de courir autant, est-ce que j'aurais envie de passer autant de temps dehors avec des baskets, etc. Donc ça, c'est vrai que enfin voilà, je me suis vraiment laissé le temps de savoir si j'avais envie, si tout ça quoi. À quel moment c'était le moment de programmer la première course? Hong Kong 100, là, qui a été ta course de reprise, à quel moment tu t'es décidé? C'était avant la grossesse? C'était après? Tu voulais justement jauger un peu de ton état, tes aspirations, Je la pense que temporalité? c'était avant la grossesse, oui. Où je me suis dit, dans tous les cas, je ferai pas quelque chose de long. Donc voilà. Et puis en me disant, bah, je prends le 33, puis on verra si à ce moment-là, je pourrais le faire. C'était quoi? Je sors un peu du sportif en 2 secondes, mais la plus grande surprise que tu avais le plus sous-estimée dans ce qui a provoqué l'arrivée de ton fils dans ta vie? Qu'est-ce qui a été un bouleversement que tu n'avais pas soupçonné de cette ampleur-là, en tout cas? La fatigue, peut-être. Non, le côté autant d'attachement, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est tellement d'amour d'un coup. Et puis, bon, évidemment, ça peut être très, très cliché de dire ça, mais c'est vrai que c'est assez fou de se dire qu'on est autant attaché. Voilà, et une petite chose comme ça, incroyable, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, là, dans l'équilibre de vie que tu as trouvé, il a l'air très épanouissant? Est-ce que tu arrives à trouver la place que tu veux pour la course à pied ou est-ce que c'est encore un jeu d'équilibriste un peu compliqué et il y a peut-être un peu de frustration là aussi? Non, il n'y a pas trop de frustration puisque finalement, bah, déjà, enfin, notre vie, c'est aussi la course à pied. Donc, on l'intègre vraiment dans notre quotidien. Et puis, voilà, j'ai de la chance d'être avec un conjoint qui court beaucoup, qui comprend ce que c'est et qui, enfin, ça a toujours été clair que son entraînement vaut autant que mon entraînement et il est toujours, enfin, il supporte, enfin, en termes supportés, toujours le fait voilà, de laisser chacun sa place pour prendre l'air et se défouler en courant. Donc non, c'est une organisation, c'est sûr, mais après, enfin voilà, on l'emmène partout et c'est chouette aussi, quoi. Je ne peux pas ne pas évoquer le sujet de ton partenaire au couvre-chef Emeraude. J'ai quelques brèves questions sur le sujet. Ton chat qui veut participer aussi au podcast. C'est quoi son Toujours prénom? Mimi. Mimi. C'est une femelle? Oui, tout à fait. D'accord. Qui vient de Mimi Hong Kong, Kotka? d'ailleurs. Non? Ah, Oui, c'est vrai. un petit souvenir que tu as ramené. Exactement. Votre rencontre, elle a été assez particulière. Tu racontais que tu étais déjà adepte de défis avant même d'être avec Alex. Attention, jeu de mots. La fois où vous êtes rencontrés, c'était en quelque sorte un UTMM du verbe aimer. Pas mal. Très, très bon, ça. C'était quoi le contexte de votre première rencontre? T'en parles dans le film qui relate justement la Hong Kong 100. Oui, on s'est rencontrés via un événement Salomon. Enfin, moi, je le connaissais un peu des réseaux et bon, très clairement, je ne l'appréciais guère puisque bon, je voyais que le spectre des réseaux sociaux et je me disais, voilà, ça arrive à tout le monde d'arrêter de fumer, de se mettre à course à pied, de faire des ultras. Bon, c'est pas rien d'exceptionnel. Et oui, on s'est rencontrés donc dans ce cadre-là. Et puis voilà, après, on a commencé à se découvrir. Je me suis dit que voilà, il était assez proche au niveau en termes fêtards, course à pied, voilà, détente. Vous avez enquillé les marches la première fois où vous êtes vus, c'est ça? Exactement, là, c'était la première vraie date que j'avais mis en privé. Exactement. Ouais. Où je sais plus, moi je m'entraînais, je pense, pour la TDS. Je crois. Et voilà. Et puis c'est vrai qu'on s'est dit, on va faire des marches parce qu'on faisait à Montmartre. Et puis là, on s'est dit, enfin, il m'a dit qu'il y avait un coin très sympa des 1000 marches à Champigny. Et voilà, c'était assez drôle puisque il avait eu je sais pas combien de coups d'eau, etc. sur sa story, enfin sur sa sortie Strava. Et moi, comme je l'avais mis en privé, j'étais là, c'est bon, tout le monde peut le faire, ce truc. Arrête de flamber. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que vous apportez mutuellement, les endroits, les zones sur lesquelles vous êtes assez alignés, et puis les choses très complémentaires sur lesquelles vous pouvez être plus opposés? Alors, sur ce qu'on est opposés, je pense, à chaque fois, il dit que je suis la chef des hateuses, ou j'aime bien le challenger, parce que moi, c'est vrai que voilà, sur sa communication,
ça peut parfois agacer, etc. Donc on en parle très librement, il y a aucun souci là-dessus. Il reçoit ce que tu dis? Oui, oui, oui. Non, mais c'est pour ça que, finalement, et je me souviens que c'est sur des podcasts où, quand j'avais écouté un peu avant, je me suis dit, bah, tiens, il a l'air moins con que quand on voit juste le post, finalement, ou un peu les screenshots d'un long message qu'il est en train de dire. Donc ça, c'est sûr, voilà, on a un peu les deux facettes. Et après, sur ce qui nous rapproche, évidemment, toute notre... voilà, le côté un peu de pas trop se prendre la tête, de prendre la vie comme elle vient, de kiffer dans les montagnes, de kiffer en sortant, enfin vraiment... Un beau socle commun. Voilà. C'est parfois inconfortable d'être dans cette position-là, d'être sa compagne, pas tant par rapport à lui, ce qu'il est dans votre intimité, mais pas par rapport à tout ce qu'il y a autour de lui. C'est plutôt drôle parce que, lui, à chaque fois, je me dis, c'est très cool ce qui lui arrive, et voilà, toute cette fame. Après, oui, c'est sûr que, s'il y a des moments où il est avec ses fans, généralement, je me mets de côté, et voilà, c'est son moment, et c'est assez cool. Je pense, ça prend pas une part, on n'est pas non plus sur un Johnny Hallyday, attention, hein, mais non, moi, ça me fait plaisir que ça lui fasse plaisir. Enfin, voilà, c'est très détente. Et puis, il est approchable. Les gens le savent, et c'est assez cool comme ça, quoi. Mais non, sur moi, ça n'a pas d'impact particulier. C'est juste, oui, je me mets plutôt en retrait, surtout avant. Bon, maintenant, je suis un peu moins dans l'ombre puisque les gens ont bien vu qui j'étais. Mais c'est vrai qu'au tout début, ça m'amusait un peu de me mettre un peu plus loin que la ligne d'arrivée. Je me disais, c'est son moment, puis on passera du temps après. Fin de cette petite parenthèse, merci de l'avoir évoqué, cette dimension un peu plus intime. On va partir à Hong Kong ensemble. Donc, c'est une course que tu connais déjà, la HK100, puisque tu avais déjà eu l'occasion d'y aller par 2 fois. Est-ce que tu peux nous raconter, dans l'entretien préliminaire qu'on avait fait ensemble, tu m'as raconté la toute première fois et comment tu avais été négo ton dossard pour ta première participation. Est-ce que tu peux nous raconter ces expériences en 2016 puis 2018? C'est vrai que c'est ma première grande course. En fait, c'est aussi parce que mes potes faisaient celle-là. Ils m'avaient dit, voilà, HK100, c'est la plus facile des 100 km, en tout cas la plus roulante. Et voilà, et en fait, c'était un système de loterie. J'avais pas du tout été prise. Et j'avais envoyé un email, et je leur avais dit, écoutez, j'ai envie de faire mon premier 100 km, ça tombe le jour de mon anniversaire, s'il vous plaît. Et puis, ils m'avaient donné le dossard. Donc déjà, je me suis dit, c'est un signe, c'est génial, les planètes sont alignées. Évidemment... Surtout la Terre, qui est la 3e planète la plus éloignée du Soleil. Je vais m'en souvenir. Et finalement, j'étais pas très entraînée. Donc, je crois que c'était au 25e kilomètre. Je courais avec un pote, et je dis, j'ai mal au genou, ça va pas le faire. Il me dit, j'ai mal au genou, moi aussi. Je dis, c'est pas possible. Et en fait, on s'est dit, soit on continue de courir, on abandonne assez rapidement, puisque clairement, on n'était pas entraîné, soit on finit en marchant rapidement. Et il s'avère aussi que c'est la journée la plus froide de Hong Kong, où limite, il y a eu de la neige, ou presque. Enfin, en tout cas, tout était givré ce jour-là. Donc, des conditions épiques. Pour finir ce premier 100 km, où ils avaient arrêté la course 30 minutes derrière nous parce que il faisait trop froid avec les gens, ils étaient en hypothermie. Donc, de la chance finalement de finir cette course, où je me suis dit, bien évidemment, plus jamais. Et où, une semaine après, je me suis dit, et si je refaisais cette course, mais en étant un petit peu plus entraînée, quoi. Merci pour ce petit retour. Donc, 2018, tu y es retournée? 2018, j'y suis retournée, beaucoup plus entraînée. Et donc là, je crois que ma première, je finis en 21h50 et quelques. 51, je crois. Voilà. Et ma deuxième en 14h, parce que finalement, là, j'ai été entraînée. Et tout s'est bien passé. C'était vraiment la course parfaite. Justement, j'avais ma meilleure amie qui m'attendait tous les 10 km sur la fin, et à chaque fois elle me disait, mais ça va, tout va bien? Et j'étais là, ouais, super, je suis trop contente de te voir. Et donc j'étais trop contente de la voir. Mais t'es sûre que ça va? Exactement. Et au finish, je finis même en sautant à la ligne d'arrivée, tellement je me sentais trop bien. J'étais vraiment dans un état de flow. Ouais, exactement. Est-ce que là, tu as eu le sentiment, même si c'est une course qui est relativement accessible au regard de ton pédigré et des courses que tu as pu faire jusqu'à maintenant, là, ce 33 km cette année, est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait la prépa qu'il faut pour être dans des dispositions? Enfin, en tout cas, je pense que l'ambition, c'était de au moins profiter de ce moment-là
pas tellement autre chose. Est-ce que tu as l'impression que c'est à peu près réuni? Ouais, clairement, je pense que là, l'idée, c'était vraiment de profiter à fond. Vraiment, les conditions oui, étaient réunies, il faisait beau. Puis on était dans ce cadre où voilà, on vient avec Alex. Moi, à chaque fois, ça me fait trop du bien de venir avec lui parce que je lui montre un peu ma maison. On partage ça. Donc Il adore aller là-bas, non? Tout ce que j'ai vu. Ouais. Ouais, non, c'est chouette, vraiment, parce que ça montre une autre dimension. Et donc, déjà, donc, de faire découvrir, c'était cool. Et puis voilà, c'était un peu aussi l'aboutissement justement de mes 15 secondes, 30 secondes. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, on peut lâcher un peu du lest avec voilà, un peu aussi ce côté, c'est la première course où je vais faire des descentes peut-être un petit peu plus rythmées que d'habitude. Et donc, il va falloir finalement voir est-ce que je me sens bien dans les descentes, dans les marches, parce que c'est là où j'aime bien tabasser généralement. Et très bonne sensation, donc ça m'a fait aussi plaisir de voir que voilà, le corps continuait de bien fonctionner. J'ai l'impression que le livreur de commode est de retour. Un autre livreur. Un autre livreur de commode. Il a une casquette, celui-ci. Alex qui a mis la clé dans la porte. Ça va, Alex? Tranquillou, j'ai récupéré les dossards de l'éco-trail. Parfait, toi t'en as un custom. Hein. J'en ai un spécial. Ouais, l'épisode sortira après, donc tu peux tout nous dire. C'est pour le 120 km, wesh. Ouais, nouvelle distance sur l'éco-trail Paris, le 120 km. Charlotte, donc le début de ce séjour hongkongais, il a été perturbé par ce petit animal ici présent qui a décidé d'avoir une grippe un peu fracassante. Tu as réussi à te prémunir de ça? Alors non, je lui ai gentiment donné. Ok. Non, moi j'ai été à la source, le patient zéro, voilà. Ouais. Et après, à force de lui tousser dessus, il a bien réceptionné. Du coup, moi j'ai été un petit peu plus... j'ai été un peu sauvée un peu plus vite. Mais bon, j'étais quand même sur une petite bronchite, tout ça. Enfin, on n'était pas au max à ce moment-là quand même. Sur la course, là, il n'y a pas d'objectif de temps, de chrono. Hein, c'est à aucun moment un sujet. Non, c'était vraiment profiter. Oui, puis en plus, vraiment sur même 33 km, moi je suis très nulle à m'estimer sur les distances, etc. Heureusement que maintenant ils font un petit outil là, avec le fantôme pour savoir combien de temps on va mettre, etc. Mais moi je suis incapable de savoir combien de temps je vais mettre. Je ne sais pas ce que je dois manger. C'est une catastrophe, voilà. Ça y est, on est le 16 janvier 2025, c'est le grand jour. Tu te sens comme un enfant devant son premier magasin de jouets, non? J'imagine la sensation. En tout cas, à 4h52 du mat, tu étais dans un état d'énergie assez bluffant là, au moment d'attendre le car avec Alex, puisque vous partiez tous les deux sur la course. Oui, clairement. Alors déjà, moi, je suis quand même du matin. J'adore courir le matin et je suis très en forme le matin. Mais alors là, vraiment, j'étais super excitée de reprendre un peu les chemins de trail avec un parcours que je connaissais quand même bien. Et puis voilà, de pouvoir recourir à Hong Kong, c'était vraiment chouette. Il y a un soupçon d'appréhension ou Walou? Non, pas spécialement. Là, c'était vraiment que du plaisir, donc pas d'appréhension. Même sur... je me suis dit, si jamais j'ai mal quelque part ou je le sens pas, voilà, je continue en marchant ou je m'arrête. Enfin, il n'y avait pas de pression plus que ça. Comment ça se passe là, ton début de course? C'est quoi les toutes premières sensations? Parce que par définition, dans les courses, on appuie un petit peu plus quand même qu'à l'entraînement. Qu'est-ce que ça révèle? Comment tu vis toi ces premiers kilomètres? Eh bien, les premiers kilomètres commencent par une montée en côte que je déteste. Assez costaud, non? Ouais, c'est des petits montants, faux plat montants là, que j'aime pas trop. Ouais. Voilà. Mais d'un autre côté, je me disais bon allez, c'est chouette, prends ça comme un peu un challenge. Donc, je me suis dit toutes ces choses-là, faut les courir bien. Et puis finalement, dès qu'il y a une descente, c'est là où justement je souffle, je récupère et je me dis là ça va être chouette. Donc je souris partout. Je pense que de toute façon les courses quand je reprends ou autre, je pense que les gens ils me trouvent un peu zinzin parce que je suis vraiment à sourire tout le temps, à être comme une enfant, donc et de se dire dis donc elle est super excitée. Elle. Est-ce qu'il y a des sensations que tu avais un peu oubliées, même si tu n'avais pas non plus complètement arrêté la compétition depuis des années, mais est-ce qu'il y a des sensations, des émotions avec lesquelles tu as renoué et qui t'ont un peu étonné ou que tu as retrouvé avec plaisir en tout cas? Il y a toujours la sensation finalement de comment dire, de je vais pas y arriver, pas je vais pas y arriver, mais plus ça devient pénible parce que je suis un peu moins bonne sur cette partie ou autre, où il y a toujours un peu des moments de doute, et puis finalement ça dure pas longtemps, puisque pour moi c'est une question de
de nourriture et c'est juste que je suis vraiment il me manque du sucre donc en fait dès que j'ai des pensées négatives à me dire qu'est-ce que je fous là, c'est que j'ai pas assez mangé finalement. Comment elle se passe ta course? Est-ce que tu as été tenté quand même d'appuyer un petit peu plus que prévu? Non, pas spécialement, c'est à la fin où je me suis dit enfin c'est toujours, généralement à la fin où je me suis dit que j'aurais pu oui accélérer un petit peu plus, peut-être même viser un top 10 ou enfin voilà. Mais bon, je pense qu'il m'aurait manqué peut-être 30 ou 50 bornes pour pouvoir le faire. Donc ouais, c'est une course en tout cas sur laquelle il y a du plaisir. Tu trouves exactement ce que tu es venu chercher. Exactement, ouais. Le fait de connaître le terrain, c'est agréable aussi. Enfin, Oui, c'est vraiment comme un retour à la maison où je fais une sortie longue en poussant un petit peu, mais voilà. Donc oui, peut-être frustration à la fin de me dire bah t'aurais pu te mettre un peu plus dans le rouge quand même parce que finalement ça s'est bien passé. Mais en même temps en me disant bah c'était la première course, c'est pas plus mal de pas avoir trop forcé. Au moins tu te mets pas trop la pression et c'est très bien quoi. Tu as bouclé la course après 4h13 et 37 secondes d'effort à la 12e place. C'est quand même joli. Oui, c'est bien. C'est pas mal. C'est des courses qui vont vite, tu vois, c'est des formats sur lesquels tu es peut-être un peu moins aguerri aussi, c'est intéressant. Mais c'était pas le sujet en tout cas, de toute façon. Est-ce que tu as envisagé un moment, peut-être pas à ce moment-là, mais de te lancer sur le SAM, ou le SLAM comme ils disent là-bas, mais l'enchaînement des 3? Est-ce que ça a pu te venir à l'esprit de te dire que le lendemain, tu partais sur le 56? Clairement non. D'accord, ok, pas une seconde. Non, pas une seconde. Alors, en forme, oui, mais là, vraiment, j'ai cette optique, en tout cas, même là, dans toutes les courses que je fais, c'est de faire reprise progressive. Je veux pas refaire un 100 km le lendemain et puis voilà, soit me faire mal au mollet, soit avoir un problème qui puisse durer, ou même avoir, de me dire que c'est un objectif trop haut pour là où j'en suis. Finalement, je pense que c'est aussi ça, c'est de reprendre un peu confiance avec des petites distances. Donc non, et puis en plus, hyper contente de faire l'assistance d'Alex sur ces autres distances. C'est un rôle que tu aimes bien? Oui, ça dépend sur quelle course. Après, qu'est-ce qui fait que parfois tu aimes bien? Sur l'âge cassant, sur certains bouts, ça va très vite. Donc du coup, c'est pas évident de pouvoir être dispo, d'être là à tous les ravitaux. Donc voilà. Après, Cécile fait très bien le boulot, donc généralement, je laisse Cécile faire l'assistance. Cécile elle est Bertin, parfaite. qu'on salue. Exactement. Il y a un film qui relate donc cette aventure, un film sur YouTube qui est très chouette, une petite 40aine de minutes. Tu l'as dit, tu as été un peu plus exposé, c'était pas forcément dans tes habitudes. C'est un exercice que tu as trouvé sympa à faire aussi? Oui, après on voit, moi je me vois me décoincer entre guillemets au fur et à mesure du film, parce que c'est vrai que Julien le caméraman était là au tout début, donc on a appris aussi à se connaître à ce moment-là, donc oui, au début c'est un peu dur d'être naturel, et puis après les blagues que je fais, c'est vraiment parce que finalement on est à côté, et puis c'est sûr que tout est plus nature j'ai l'impression sur cette deuxième partie, mais oui, c'est pas un exercice que je chéris. Charlotte, si tu devais garder une image de cette course de reprise, parce que c'était ton retour au business, tu l'as dit, qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce que tu as en tête? Je dirais que c'est finalement l'arrivée, de me dire avant le câlin d'Alex ou après? Pendant, on va dire. Voilà. Tout suant, tout dégoulinant. Lui-même, il est arrivé ça, un peu on a plus tôt que l'habitude ça. d'être toujours... 12e d'ailleurs aussi, je crois, chez les hommes. Oui, sur cette exactement, sur épreuve. cette première partie. Mais oui, du coup, de se dire que c'est quelque chose qu'on a partagé ensemble, c'est que c'est une ligne d'arrivée après des fractionnés de 15 secondes, avec tout ça finalement. Et puis oui, très peu de temps quand même après avoir fait un magnifique enfant. Donc, c'était fin juillet, on l'a pas dit, mais c'était fin du mois de juillet l'année dernière. Exactement. Donc là, ça rouvre en fait un nouveau chapitre. C'est aussi le premier chapitre de la suite et d'un beau programme dont tu vas nous parler juste après. J'ai une question pour un peu conclure globalement sur ces derniers mois passés. Est-ce que tu sens déjà que ta maternité, vraiment d'un côté purement sportif, elle a changé aussi ton regard sur la course à pied, ta pratique, la gestion de la compétition, le plaisir que tu y trouves? Est-ce que ça t'apporte un recul et une hauteur où tu remets en perspective plein de choses? C'est vrai que ça donne vachement plus de motivation, puisque on le dit souvent, mais c'est vrai que quand on va faire une heure pour faire du footing, on se dit il faut que cette séance elle compte, puisque on ne fait pas autre chose en même temps. Après, moi j'ai de la chance de pouvoir un peu gérer mon télétravail et de parfois faire ça sur la pause déj, donc ça c'est assez cool, parce qu'on se dit qu'on
on loupe rien entre guillemets. Mais voilà, c'est vraiment d'avoir une motivation en plus, de se dire, et puis même là d'être bienveillante aussi en me disant, le corps a fait quelque chose d'incroyable là il y a 7 mois et demi. Voilà, il faut être reconnaissant là-dessus. Donc finalement tout ce qui arrive est bon à prendre. Puis clairement je suis pas là pour la perf non plus. Je vais pas faire première à l'UTMB, donc faut aussi remettre un peu en place et de se dire voilà, qu'est-ce qu'on vient chercher. On vient chercher sa performance entre guillemets relative, mais voilà, surtout de se faire plaisir et de profiter à fond, et puis d'être fier de soi et de se dire un jour oui, mon fils il sera fier de moi. Charlotte, là, si on parle de la suite, donc tu as fait le Semi de Paris là, il n'y a pas très longtemps, mais donc à très court terme, il y a un éco-trail, c'est un coup double si je ne me trompe pas. Exactement, oui. J'ai décidé d'avoir 2 dossards, pourquoi pas. C'était un peu pour entraînement sur jambes fatiguées aussi. Et puis surtout parce que mes copines, j'ai réussi à motiver mes copines et mon papa qui vont courir également le 18 km le dimanche. Donc 45 demain et 18 dimanche. Voilà, donc après ça sera vraiment que du fun dimanche, et c'est assez chouette parce qu'ils se motivent aussi à faire un bout de la VVX aussi, donc c'est chouette. Ouais, donc tu as des formats qui t'attendent qui sont un peu plus longs pour la suite de l'année, tu peux nous en parler ? Alors, j'ai le 84 du trail du Paladru. Alors, je ne connaissais pas ce trail avant d'avoir... On connaît Michel Galabru, mais on connaît moins le trail du Paladru. Exactement. En fait, c'est vraiment une question de timeline, puisque je cherchais... parce que, bien évidemment, je me suis inscrite pour la loterie de la Diagonale des Fous, et il faut des points pour justifier qu'on court des longues distances. Et finalement, je n'en ai plus, puisque l'année dernière, je n'ai pas fait de longues courses. Donc, il fallait récupérer ces points. Donc, finalement, avec l'agenda, j'ai regardé quel est le trail qui tombe en avril. Et puis, c'est tombé sur le trail du Paladru. Donc, finalement, j'ai motivé des copains pour aller là-bas. Donc, ça va être chouette. C'est 84, il me semble. Et ensuite, la VVX 111. Je ne crois pas que j'ai d'autres dossards entre-temps. Et puis, après, la Diag, ça sera l'objectif final, je l'espère. On touche du bois sur Exactement. Cette jolie table. Est-ce qu'à plus long terme, il y a une course qui te fait rêver, que tu n'as pas encore couru ? Moi, je dirais qu'il y en a tellement, puisque c'est aussi aller voir d'autres pays. C'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup l'Asie, donc peut-être aller aussi un peu de l'autre côté. Mais pas une spécifique en tête, mais c'est vrai que c'est sûr que d'aller faire d'autres distances et un peu plus loin, ça peut être sympa aussi. Charlotte, on arrive à la dernière question du podcast. C'est pas le mot de la fin, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une citation, une devise, une pensée à partager avec nous ? C'est plus ce que je me dis, et ça va être très cliché, c'est un peu, on n'a qu'une seule vie, et pour moi, c'est vraiment d'en profiter à fond. Et c'est pour ça aussi que je veux profiter à fond de ma famille, et que je suis rentrée aussi pour me rapprocher d'eux, et même dans tout ce qui est course à pied, etc. Il faut vraiment faire les choses pour se marrer et vraiment en détente, quoi. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir partagé avec nous ta course épique. C'était chouette aussi de t'entendre sur la maternité, qui est un sujet très important et qu'on n'entend probablement pas assez, enfin même très certainement pas assez. Donc je suis heureux qu'on ait pu en parler et que tu sois aussi gentiment ouverte sur cette expérience personnelle. Merci aussi sur ta relation avec Alex. C'était chouette de pouvoir aussi t'entendre. Bravo en tout cas pour tout ce que tu accomplis, les beaux défis sur lesquels tu te lances. Et puis on voit que tu es reparti sur ta lancée et que tu es de retour sur les sentiers. Ça fait très plaisir à voir. Merci infiniment à toi. Et puis, je suis ravie d'être finalement dans le podcast que j'écoute beaucoup. Donc non, c'était vraiment chouette. Merci beaucoup. C'est un bonheur de t'avoir reçu. Bon éco-trail. Ouais, toi aussi. Concours de, je sais pas s'il y a des médailles, concours de médailles ou je sais pas quoi à l'arrivée. On espère qu'on y sera. Hein. C'est clair. Toi, t'en auras 2 et moi 1, j'espère. Mais oui. Ça va bien se passer. Mais oui. On allume un cierge pour la météo. Voilà. Ouais, non, mais c'est chouette. Là, en fait, le terrain sera pas finalement trop gras, puisqu'on n'a quand même pas eu des semaines de pluie comme on a eu avant. Évidemment, ça sera un petit peu boueux, mais c'est le plaisir. Et après, non, ça va être... c'est sympa. On va savourer. Pour s'hydrater un peu. Ouais. Au revoir Mimi. Je sais pas où elle est. Ouais. Elle est partie, elle s'est cachée. Et Alex aussi. Non, regarde. Elle est juste là. Ouais. Et Alex, il a été se planquer dans la chambre. Salut Charlotte, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant.
Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.